Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 31 ans. Et la première fois que j'ai compris à quel point ma famille voulait m'effacer, j'étais assise seule dans un bistrot à 3 rue du Palais de Justice, avec un café tiède devant moi et un dossier assez épais pour mettre fin à une vie de mensonges. De l'autre côté de la salle, ma sœur aînée était assise avec nos parents, comme s'il attendait un dîner de célébration et non une audience au tribunal. Elle n'avait pas besoin de dire grand-chose. La façon dont elle regardait sa montre, la façon dont nos parents se penchaient vers elle, la façon dont leur avocat n'arrêtait pas de tapoter son stylo contre sa serviette en cuir même disait long. Il pensait que l'histoire était déjà écrite. J'étais la fille insouciante, la sœur jalouse, la femme qui n'avait pas d'avocat à ses côtés parce qu'aucune personne sérieuse ne voudrait la défendre. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais choisi d'entrer seule. Mon avocat avait tout déposé discrètement et était resté en dehors du dossier public jusqu'à ce que le juge demande les pièces sous scellé, car si ma famille l'avait vu trop tôt, ils auraient retardé la procédure, détruit des preuves ou tout nié. Seul, j'avais l'air faible. C'était ça, le piège. En les observant, les vieux souvenirs ne me sont pas revenus comme de simples pensées. Ils sont apparus comme un film projeté sur la vitrine du bistrot. Mon nom retiré des documents. Mon travail attribué à quelqu'un d'autre. Mes grands-parents à qui l'on disait que j'étais psychologiquement instable. Puis le film s'est arrêté et je n'ai vu que mon propre reflet. Aujourd'hui, je ne demandais pas à être aimé. Je reprenais la voix qu'il m'avait volée. La marche du bistrot au palais de justice aurait dû prendre 7 minutes, mais chaque pâté de maison ressemblait au couloir d'une maison que j'avais passé ma vie entière à fuir. Juliette Dubois, ma sœur aînée de 3 ans, avait toujours mieux compris l'art de la représentation que la vérité. Sur les photos de famille, elle savait où se placer pour que la lumière la trouve en premier. Dans les conversations, elle savait quand baisser la voix pour qu'un mensonge ressemble à de l'inquiétude. Et dans les mois qui ont suivi la mort de nos grands-parents, elle avait appris à transformer le deuil en paperasse administrative. Le premier passage piéton est passé au vert, et je me suis souvenu de mes 17 ans, debout dans la cuisine de nos grands-parents avec un carnet rempli des horaires de médicaments que j'avais préparés pour papy après son AVC. Juliette était arrivée en retard, avait embrassé mamie sur la joue et avait dit « J'ai expliqué à Camille comment organiser tout ça ». Mamie lui avait souri avec une gratitude fatiguée. Je n'avais rien dit, parce que j'étais jeune et que je croyais encore que le silence préservait la paix. Le deuxième passage piéton est passé au rouge, et je me suis souvenu de mes 22 ans, enchaînant un double service au restaurant pendant que Juliette disait à papa et maman que j'avais séché une réunion de famille parce que je ne supportais pas les responsabilités. J'ai découvert plus tard que cette réunion concernait le premier projet de succession de nos grands-parents, celui qui nous nommait toutes les deux à parts égales. Juliette avait utilisé mon absence pour en faire une preuve contre moi. Le temps que j'atteigne les marches du palais de justice, l'air du matin avait un mordant sec. Mes doigts étaient froids, mais pas de peur. À l'intérieur de mon sac à bandoulière se trouvaient des copies de mai, des relevés de virements bancaires, un rapport d'expertise en écriture, et une clé USB que mon avocat appelait le détonateur. Il y avait aussi une lettre écrite de la main de mamie, pliée dans une pochette en plastique, où elle avait rédigé une phrase que j'avais lue tant de fois que les mots semblaient gravés derrière mes yeux. Camille a porté cette famille quand tous les autres voulaient juste le mérite de se tenir près du fardeau. Juliette ne savait pas que j'avais cette lettre. Papa et maman ne savaient pas que j'avais des enregistrements. Leur avocat ne savait pas que le testament final que Juliette défendait comportait une signature copiée d'une ancienne procuration de l'assurance maladie et le sceau d'une étude notariale qui était fermée à la date indiquée. C'est pour cela que je pouvais avancer seul. Non pas parce que je n'avais pas d'aide, mais parce que la vérité était déjà entrée dans le bâtiment avant moi. Quand le détecteur de métaux a bipé, le vigile m'a demandé de reculer. J'ai retiré ma ceinture, ma montre, et le petit médaillon en argent que mamie m'avait offert l'année précédant sa mort. L'espace d'une seconde, alors que le médaillon reposait dans le bac en plastique, j'ai revu une autre superposition de souvenirs. La main de mamie se refermant sur la mienne, ses ongles pâles, sa voix faible mais certaine, ne laisse pas Juliette transformer ta gentillesse en faiblesse, ma chérie. À l'époque, j'avais ri doucement et je lui avais dit que Juliette restait la famille. Mamie avait détourné le regard, comme si elle savait quelque chose qui m'échappait. Dans le couloir devant la salle d'audience 6B, j'ai revu Juliette. Elle portait du crème, le genre de couleur que les gens choisissent quand ils veulent paraître innocents. Maman était assise à côté d'elle, tortillant un bracelet de perles. Papa se tenait près du mur, faisant semblant d'étudier un panneau d'affichage, mais j'ai remarqué qu'il évitait de me regarder directement. L'avocat de Juliette,
Maître Moreau a souri quand il m'a vu. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire professionnel d'un homme qui pensait avoir été payé pour écraser quelqu'un rapidement. Juliette s'est penchée vers maman et a chuchoté quelque chose. Je n'ai pas pu entendre chaque mot, mais Jeanne est saisie assez, elle va pleurer avant midi. Maman a baissé les yeux. Papa a toussé dans son poing. Personne ne m'a défendu. Ce minuscule silence a fait bien plus que m'insulter. Il m'a rappelé pourquoi j'avais cessé d'espérer être sauvé. Lorsque le greffier a ouvert la porte de la salle d'audience, Juliette s'est levée la première, comme si elle était la mariée à un mariage. Maître Moreau portait une chemise cartonnée toute fine. Moi, je portais une boîte d'archives dans mon sac. Il a regardé la boîte, puis m'a regardé. Son expression a vacillé, mais juste le temps d'une respiration. « Vous préparez un album photo, mademoiselle Dubois ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé et j'ai répondu, quelque chose comme ça. La salle d'audience était plus petite que ce que j'imaginais, ce qui rendait chaque son plus net, les chaussures contre le parquet, le glissement des feuilles, le raclement d'une chaise quand Juliette s'est assise un peu trop lourdement. J'ai pris ma place à la table, seule. C'était l'image qu'il voulait que le juge voie. Juliette entourée de sa famille et de son avocat. Camille isolée, émotive, facile à balayer. Mais le miroir avait déjà commencé à se retourner. Chaque pas qui m'avait mené jusqu'ici portait un souvenir, et chaque souvenir avait un document qui l'attendait pour lui répondre. Lorsque le juge Laurent Mercier est entré, tout le monde s'est levé, et pendant une seconde pure, la pièce est devenue honnête. Pas gentille, pas sûre, mais honnête. Personne ne pouvait chuchoter par-dessus le bruit du maillet. Personne ne pouvait prétendre qu'un dîner de famille avait la même valeur qu'une déclaration sous serment. Nous nous sommes assis et le juge Mercier a examiné le résumé de l'affaire avec une expression calme qui ne révélait rien. Succession de Geneviève et Marcel Dubois. Requête en validation du testament modifié. Opposition formulée par Camille Dubois. Allégation d'abus de faiblesse, de manipulation financière et d'irrégularité documentaire. Audience sur la recevabilité des preuves et décisions préliminaires. Les mots semblaient stériles, mais chacun d'eux contenait une meurtrissure. Maître Moreau s'est levé en premier. Il a boutonné sa veste, s'est avancé au centre de la salle et a commencé à façonner Juliette pour en faire un monument. Il l'a qualifiée de dévouée, responsable, de choix naturel. Il a affirmé que nos grands-parents faisaient confiance à son jugement parce qu'elle était stable, qu'elle avait une belle carrière professionnelle et qu'elle avait été constamment présente durant leurs dernières années. À ces mots, Juliette a baissé les yeux comme une sainte sur un tableau. J'ai regardé maman tamponner le coin de son œil, non pas parce qu'elle était émue, mais parce qu'elle savait à quoi ressemblait la compassion. Maître Moreau a continué en expliquant que le testament modifié laissait la maison bourgeoise de Bordeaux, les comptes d'investissement et la villa sur le bassin des Arcachons principalement à Juliette parce qu'elle avait mérité cette confiance. Selon lui, je n'étais apparu qu'après le décès, motivé par le ressentiment. Il a suggéré que je me représentais moi-même parce qu'aucun avocat réputé ne croyait au bien fondé de ma demande. C'est à ce moment-là que la bouche de Juliette s'est incurvée. Elle s'est penchée en arrière, bougeant à peine les lèvres. « Tu es venu sans avocat ?» a-t-elle chuchoté juste assez fort pour que je l'entende. « Tu as déjà perdu. » Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé le dossier de Maître Moreau. Une seule chemise cartonnée pour toute une succession, un dossier pour 2 personnes décédées, 30 ans d'histoire familiale, et une signature qui avait été volée sur un dossier médical. Quand il a terminé, le juge s'est tourné vers moi. « Mademoiselle Dubois, procédez-vous sans avocat aujourd'hui ?» La salle attendait mon humiliation. Je me suis levé. « Votre honneur, je comparais personnellement pour les remarques d'ouverture. » Mon avocat constitué a déposé ses conclusions sous scellé et se tient à la disposition du tribunal. J'ai choisi de ne pas le faire parler en premier car les faits de cette affaire commencent par mon vécu, et les documents suivront. Le sourire de Maître Moreau s'est crispé. La tête de Juliette a pivoté brusquement vers moi. Le juge Mercier a baissé les yeux sur son registre, puis m'a regardé. Procédez avec prudence. J'ai hoché la tête. C'est mon intention. Je n'ai pas commencé par un discours sur le fait d'être ignoré. J'ai commencé par une date. Le 14 mars, 3 ans avant la mort de mamie. C'était le jour où ma sœur avait envoyé un email à mes grands-parents affirmant que j'avais mal géré l'argent de leur compte joint. Elle avait joint un tableau Excel et déclaré qu'elle avait corrigé mes erreurs. J'ai ouvert mon classeur et brandi une page imprimée.
Ce tableau était le mien. Les métadonnées du fichier d'origine montrent que je l'ai créé 2 semaines plus tôt depuis mon ordinateur de bureau. Ma sœur a changé le nom de l'auteur et l'a transféré comme étant le sien. Un murmure a parcouru la dernière rangée. Juliette a ricané, mais un peu trop vite. Maître Moreau s'est levé. Votre honneur, des métadonnées sans fondement. Vous aurez l'occasion de répondre, a dit le juge Mercier. Laissez-la établir la chronologie. J'ai tourné la page. Le 2 juin, ma sœur a dit à nos parents que je refusais de rendre visite à papy après sa chute. Ce même soir, j'ai payé la facture de son aide à domicile parce que l'agence menaçait de suspendre le service. Voici le reçu de l'URSSAF, mon relevé bancaire, et le SMS de l'auxiliaire de vie me remerciant. Papa a bougé sur sa chaise. Je pouvais le sentir fixer l'arrière de ma tête, mais je ne me suis pas retourné. Le miroir fonctionnait maintenant. Pour chaque jolie histoire racontée par Maître Moreau, je plaçais une date à côté. Pour chaque affirmation selon laquelle Juliette avait été présente, je montrais où j'avais fait le travail pendant qu'elle s'appropriait la gratitude. Le visage de Juliette s'est durci. Elle s'est penchée vers maman à nouveau, mais cette fois son murmure n'était pas assez bas. Elle se rend pathétique. Le juge s'en fiche. Le stylo du juge Mercier s'est arrêté. Il a levé les yeux. Juliette s'est figée. Ce moment comptait, non pas parce qu'il prouvait mon dossier, mais parce qu'il permettait au tribunal de voir la vraie personne derrière la robe couleur crème. J'ai continué avant que quiconque puisse la sauver. Votre honneur, je ne suis pas ici pour rivaliser sur qui était la plus aimée. Je suis ici parce que le testament modifié défendu aujourd'hui a été créé après des mois d'isolement, de pression et de fausses informations. On a dit à mes grands-parents que j'étais négligente, cupide et mentalement instable. Ces accusations n'étaient pas des malentendus. C'était une stratégie. Le visage de Maître Moreau a perdu une nuance de couleur. Mademoiselle Dubois formule des allégations très graves. Oui, ai-je dit en regardant le juge, et j'ai apporté des preuves solides. Le juge m'a autorisé à continuer, mais son avertissement était clair. L'émotion ne suffirait pas. Ça m'allait très bien. J'étais à court d'émotions depuis des années. Ce qui restait, c'était les archives. Le premier miroir, ai-je dit, est la responsabilité. J'ai placé 3 copies agrandies sur la table des pièces à conviction. Ma sœur a prétendu qu'elle gérait les soins quotidiens de nos grands-parents. Voici les plannings des aides à domicile. Mon nom apparaît comme contact d'urgence sur 46 rendez-vous. Celui de Juliette apparaît sur 4. Voici les registres de retrait de la pharmacie. Ma signature apparaît pour l'insuline, les médicaments contre la tension artérielle et les antibiotiques post-opératoires. La signature de Juliette apparaît une fois, le jour où un photographe est venu prendre des photos de vacances pour le diaporama de l'anniversaire de mariage de nos parents. Quelqu'un dans le public a chuchoté « Oh mon Dieu !» Juliette a craqué, parce que tu aimais jouer les utiles. La salle est devenue silencieuse. Maître Moreau s'est tourné vers elle avec un regard d'avertissement. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air avant de répondre « Non, Juliette, j'aimais garder papy en vie. » Maman a pris une inspiration brusque, et pour la première fois, j'y ai entendu de la douleur. Pas de la compassion pour moi, peut-être, mais de la reconnaissance. Elle se souvenait. Ils s'en souvenaient tous. Ils se souvenaient m'avoir appelé quand la tension de mamie montait en flèche. Quand papy tombait dans la salle de bain. Quand la facture d'électricité était en retard parce que papa avait oublié. Quand Juliette était trop occupée à une soirée de networking, trop fatiguée par un séminaire, ou trop importante pour les urgences ordinaires. Le deuxième miroir est l'argent, ai-je continué. Ma sœur a dit à nos grands-parents que j'étais irresponsable avec les finances. Voici 12 mois de virement de mon compte vers le leur, libellé EDF, aide à domicile, taxes foncières et livraison de courses. Voici des SMS de mamie me demandant de ne pas le dire à papa et maman parce qu'elle ne voulait pas qu'il ait honte. J'ai dégluti, mais je n'ai pas laissé ma voix se briser. J'ai préservé leur dignité pendant que Juliette leur vendait l'histoire selon laquelle j'étais la menace. Maître Moreau s'est levé à nouveau. Votre honneur, l'aide financière n'invalide pas un testament. C'est exact, a dit le juge Mercier, mais l'abus de faiblesse le peut. Ses yeux se sont posés sur moi. Continuez. La chaise de Juliette a grincé. Son assurance n'avait pas encore disparu. Elle avait juste changé de forme. Maintenant, cela ressemblait à de la colère.
Elle me dévisageait comme si j'avais enfreint une règle non écrite en documentant ma propre vie. Avez-vous déjà été la personne qui nettoie le désastre, paie la facture, passe l'appel, porte le secret, puis regarde quelqu'un d'autre recevoir les louanges pour s'être tenu devant les décombres une fois que tout danger était écarté? Si c'est le cas, alors vous savez pourquoi mes mains étaient stables. Je n'étais pas courageuse parce que je ne ressentais aucune peur. J'étais courageuse parce que j'avais les reçus de ma douleur. Le troisième miroir est la réputation, ai-je dit. C'est ici que l'affaire bascule. J'ai déposé une retranscription sur le bureau du greffier avec une clé USB. Un enregistrement a été fait légalement lors d'une réunion de famille dans la véranda de mes grands-parents. Je n'étais pas présente. Le système de sécurité de la maison a capturé l'audio parce que le micro de la caméra de la porte d'entrée était resté actif. Dans cet enregistrement, Juliette dit à mamie et papy que j'avais posé des questions sur la vente de la maison de Bordeaux, que je voulais de l'argent liquide rapidement, et que je les avais traités de fardeau. Rien de tout cela n'était vrai. Juliette s'est à moitié levée. C'est une conversation familiale privée. Asseyez-vous, a dit le juge Mercier. Sa voix était calme, ce qui rendait l'ordre encore plus cinglant. Juliette s'est assise. Maître Moreau a demandé à examiner la retranscription. Le greffier lui en a tendu une copie. Il a parcouru la première page, puis la seconde. Sa mâchoire s'est contractée. J'ai observé le moment exact où il a réalisé que sa propre cliente ne lui avait pas dit toute la vérité. C'est un silence très particulier. Quand un défenseur rémunéré comprend soudain qu'il défend peut-être un mensonge trop grand pour être contrôlé. Le juge a autorisé la diffusion d'un court extrait de l'enregistrement. La voix fragile de mamie a d'abord rempli la salle d'audience, Camille ne dirait jamais ça. Puis la voix de Juliette, douce et impatiente, vous ne voyez pas ce qu'elle dit quand vous n'êtes pas là. Elle pense que vous lui gâchez la vie. Je suis la seule à essayer de vous protéger. L'enregistrement a grésillé. Papy a toussé. Puis Juliette, plus froide, si vous laissez les parts à égalité, elle vendra tout avant même que vos corps ne soient froids. Un son s'est échappé de la bouche de maman. Papa a enfoui son visage dans sa main. Juliette a chuchoté, c'est un montage. Mais son murmure tremblait. Le juge Mercier l'a regardé. Vous aurez l'occasion de témoigner sous serment. Les mots sous serment sont tombés comme une porte qui se verrouille. Je me suis tourné vers le tribunal et j'ai continué, cet enregistrement a été fait 6 semaines avant la modification du testament. Pendant ces 6 semaines, mes grands-parents ont cessé de répondre à mes appels. Quand je venais à la maison, Juliette me disait qu'il se reposait. Quand j'ai posé la question à l'infirmière, elle a dit qu'on lui avait donné l'ordre de ne pas me donner de nouvelles parce que j'agitais la famille. Cette instruction ne venait pas d'un médecin. Elle venait de Juliette. Maître Moreau a objecté, mais plus faiblement cette fois. Le juge Mercier a rejeté l'objection en partie et m'a demandé des documents justificatifs. Je les avais. Un SMS de l'infirmière. Un message vocal de mamie disant « Camille, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils disent que tu es en colère contre nous. » Une photo de livraison montrant des courses que j'avais commandées laissées dehors parce que personne n'avait ouvert la porte. La salle d'audience ne ressemblait plus à un endroit où ma valeur était en procès. Elle ressemblait à une pièce où les murs répétaient enfin ce que je disais depuis des années. Le 4e miroir est le testament lui-même. C'était le miroir que Juliette n'avait jamais imaginé que je brandirais, car pendant des années, elle avait conditionné tout le monde à croire que j'étais trop émotive pour comprendre des documents administratifs. Votre honneur, ai-je dit, le testament modifié présenté par ma sœur lui laisse environ 80% de la succession, y compris la maison de Bordeaux et la villa des Arcachons. Il me laisse un petit don en espèces et stipule que mes grands-parents ont pris cette décision parce que j'avais fait preuve d'une hostilité répétée envers les obligations familiales. Cette phrase a son importance. J'ai sorti l'ancienne lettre de mamie de sa pochette, mais je ne l'ai pas soumise tout de suite. Je voulais que la phrase brûle les esprits avant de montrer les hauts. Hostilité répétée envers les obligations familiales, ai-je répété. Ce ne sont pas les mots de ma grand-mère. Elle ne parlait jamais comme ça. Elle écrivait des cartes d'anniversaire avec des paragraphes complets. Elle soulignait les mots qu'elle aimait. Elle appelait les corvées des actes d'amour. Elle n'aurait jamais décrit le fait de s'occuper d'un mari malade comme une obligation familiale. Le juge Mercier s'est penché en avant. Avez-vous des preuves concernant la rédaction de ce document? Oui, votre honneur. J'ai présenté une chaîne de mails obtenue par assignation auprès de l'étude notariale.
La tête de maître Moreau s'est relevée brusquement. Il n'était pas au courant de l'assignation parce que mon avocat l'avait déposée avant l'audience dans le cadre d'une ordonnance de communication restreinte, après que Juliette ait refusé de produire les échanges originaux liés à la rédaction. Cet email montre que Juliette a envoyé des suggestions de formulation au clerc de notaire avant que le testament modifié ne soit préparé. La phrase hostilité répétée envers les obligations familiales apparaît dans son message. La même phrase apparaît dans le testament modifié. Le juge a regardé Maître Moreau. Maître Moreau a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il avait besoin de temps et il n'en avait aucun. J'ai continué. Le 5e miroir est la signature. J'ai remis le rapport d'expertise en écriture. La signature sur le testament modifié est attribuée à Mamie. Un expert en analyse de documents l'a comparé à 20 signatures authentiques. L'expert a relevé des incohérences majeures concernant la pression, la formation des lettres et les tremblements. Plus important encore, une partie de la signature correspond au millimètre près à une procuration de L Assurance Maladie signée 8 mois plus tôt, avec un alignement parfait par superposition. Le juge a pris le rapport. Alléguez-vous un faux? La pièce entière a semblé rétrécir autour de ce mot. J'ai senti le regard de Juliette sur moi comme une chaleur brûlante. J'allègue que cette signature nécessite une enquête et ne doit pas être acceptée comme valide sans un examen approfondi. Mais il y a plus. J'ai présenté le registre notarial. Le sceau du notaire indique la date du 9 avril. L'étude notariale était fermée ce jour-là en raison d'un dégât des eaux dans le bâtiment. Nous avons l'avis de gestion du syndic, l'attestation sous serment du notaire lui-même et le registre d'entrée prouvant qu'il n'y avait aucun rendez-vous. Le visage de Maître Moreau s'est vidé de son sang. Il a tourné les pages avec des mains qui n'avaient plus rien de gracieux. « Attendez » a-t-il dit à voix basse. « Ce n'est pas possible. » Cette phrase a traversé la salle d'audience comme une décharge électrique. Juliette l'a entendu. Maman l'a entendu. Papa l'a entendu. J'ai entendu le crochet qui retenait toute ma vie céder d'un coup. Leur avocat, l'homme qui était entré prêt à m'humilier, regardait le dossier comme s'il venait de le mordre. Le juge Mercier l'a remarqué aussi. Maître Moreau s'est approché de la barre. Les avocats ont conféré discrètement. Mon avocat, Maître Thomas Lemaire, est entré par le fond de la salle sur instruction du juge et s'est identifié comme mon conseil officiel. Juliette l'a regardé comme s'il venait de sortir d'un mur. « Tu as dit que tu étais seul » a-t-elle sifflé. Je me suis légèrement tourné. J'ai dit que j'étais venu seul. Je n'ai pas dit que la vérité l'était. Maître Lemaire a soumis le dossier sous scellé, les attestations, les déclarations de chaîne de possession, les qualifications de l'expert graphologue et l'audit financier. Le 6e miroir, c'est l'argent après la mort. L'examen des comptes liés à la succession a montré que 2 semaines après la signature présumée du testament modifié, Juliette avait transféré 35 000 € des économies personnelles de Mamie vers un compte de provision pour travaux qu'elle contrôlait. Elle avait dit à nos parents que c'était pour des réparations. Les factures qu'elle a produites plus tard provenaient d'un entrepreneur dont le numéro SIRET était expiré, et l'adresse postale correspondait à l'appartement d'un des anciens collègues de Juliette. « C'est un mensonge !» a crié Juliette. J'ai protégé cette maison pendant que Camille ne faisait rien. Le regard du juge Mercier s'est aiguisé. Mademoiselle Dubois, veuillez vous maîtriser. Mais Juliette avait commencé à glisser et la pente était raide. Elle ne mérite pas cette maison, a dit Juliette en me pointant du doigt. Elle a toujours été la fille de secours, le contact d'urgence, la bonne à tout faire. Mamie avait pitié d'elle, c'est tout. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quelle objection. Pas parce qu'ils me blessaient, même si c'était le cas, mais parce qu'elle venait enfin de dire en public ce que ma famille pratiquait en privé. Juliette, a murmuré maman. Arrête. Juliette a pivoté vers elle. Non, maman. Toi, arrête. Toi et papa, vous trouviez ça très bien quand ça vous arrangeait. Vous m'avez laissé gérer parce que vous saviez que Camille céderait. Elle cède toujours. Le maillet du juge a claqué. Ça suffit. Mais le mal était fait. Maître Moreau ressemblait à un homme regardant son dossier brûlé de l'intérieur. Papa fixait Juliette comme si voir le vrai visage de son enfant préféré avait nécessité une pièce pleine d'inconnus et un greffier. Et moi, je me tenais là, envahi par un calme étrange. Parfois, la vengeance ne ressemble pas à des cris. Parfois,
cela consiste à laisser quelqu'un parler assez longtemps pour qu'il révèle le couteau qu'il tient dans sa propre main. Le juge a prononcé une suspension d'audience, mais personne n'a bougé au début. La salle d'audience était devenue une boîte en verre, et chaque personne à l'intérieur avait peur de respirer trop fort. Juliette s'est enfoncée dans sa chaise, le visage pâle sous son maquillage. Maître Moreau s'est penché vers elle et a parlé vite, des chuchotements colériques destinés à empêcher sa cliente de commettre un désastre professionnel encore plus grand. Maman a tendu la main vers la manche de papa, mais il s'est dégagé. J'ai vu ça. J'ai vu la minuscule trahison traverser le visage de maman. Pendant des années, ils avaient soutenu Juliette parce que la soutenir leur coûtait moins cher. Elle les rendait fiers dans les dîners mondains. Elle incarnait la réussite d'une manière qu'ils comprenaient. J'avais été utile, mais l'utilité n'est pas prestigieuse. Maintenant, la fille prestigieuse avait exposé tout le système familial à voix haute. À la reprise de l'audience, Maître Lemaire s'est tenu à mes côtés. Il n'a pas pris le contrôle de mon histoire. Il l'a ancrée. Votre honneur, a-t-il dit. Compte tenu des preuves déjà soumises à la Cour et des déclarations de mademoiselle Juliette Dubois, nous demandons des mesures conservatoires immédiates sur les actifs de la succession, la suspension temporaire de l'autorité de mademoiselle Dubois en vertu de tout acte contesté, et le renvoi des questions de signature et de notaire pour enquête. Maître Moreau a objecté, mais son argumentaire n'avait plus de colonne vertébrale. Il a plaidé le malentendu. Il a plaidé le stress familial. Il a affirmé que les virements étaient préventifs. Puis le juge a posé une question à Juliette. Avez-vous envoyé à l'étude notariale des suggestions de formulation décrivant Camille Dubois comme hostile envers les obligations familiales? Juliette a regardé son avocat. Maître Moreau a brièvement fermé les yeux. Elle devait répondre. J'ai envoyé des éléments de contexte, a-t-elle dit. Répondez à la question. Oui. Le mot est sorti comme du verre brisé. Le juge Mercier a demandé, vos grands-parents ont-ils utilisé cette phrase de manière indépendante avant que vous ne la soumettiez? La bouche de Juliette s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Je ne m'en souviens pas. Maître Lemaire a remis une autre pièce au greffier. Votre honneur, nous avons un brouillon de message issu de la sauvegarde cloud de mademoiselle Juliette Dubois, obtenu par assignation, où elle écrit, s'ils reprennent cette formulation exacte, ça fera plus juridique et moins émotionnel. Le juge l'a lu. Maître Moreau s'est frotté le front. Les yeux de Juliette se sont remplis de larmes, mais pas de remords. C'était de la rage portant des larmes en guise de déguisement. Tu m'as piraté, m'a-t-elle dit. Maître Lemaire a répondu, ordonnance du tribunal. Elle a ri une fois, un rire sec et laid. Tu crois que ça te rend meilleur que moi? Tu n'étais rien sans cette famille. Je me suis assuré que les gens respectent notre nom. Je l'ai regardé et j'ai enfin posé la question que j'avais gardée enfouie. Le nom de qui, Juliette? Celui de la famille ou le tien? Elle n'avait pas de réponse. Alors, elle a attaqué le seul endroit qu'elle avait toujours su attaquer. Mamie était confuse. Papy savait à peine quel jour on était. J'ai fait ce qu'il fallait faire parce que tu étais trop molle. Tu aurais tout donné aux infirmières, pour payer les factures, à des œuvres caritatives et à toutes les petites causes pathétiques qui tenaient à cœur à mamie. La pièce s'est glacée. Le juge Mercier a levé les yeux lentement. Êtes-vous en train de déclarer que vos grands-parents étaient en état d'incapacité lorsque le testament modifié a été signé? Juliette s'est figée. Maître Moreau s'est levé si vite que sa chaise a heurté la table. Votre honneur, ma cliente est bouleversée et ne témoigne pas formellement. Elle fait des déclarations en audience publique, a dit le juge, et elles sont pertinentes. Maître Lemaire a agi avec une précision tranquille. Votre honneur, l'argument de l'incapacité est capital. Si Juliette Dubois prétend maintenant que ses grands-parents étaient confus, alors sa position selon laquelle ils auraient consciemment exécuté une modification radicale du testament en sa faveur devient encore plus suspecte. Juliette a compris le piège trop tard. Son visage s'est effondré pendant une seconde, puis s'est tordu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, a dit papa. Sa voix était basse, mais toute la pièce l'a entendu. Tout le monde s'est retourné. Papa s'est levé lentement, comme si son âge avait doublé pendant l'audience. Tu nous as dit que Camille les contrariait. Tu nous as dit qu'elle voulait de l'argent. Tu nous as dit que le Nouveau Testament était l'idée de mamie. Juliette l'a dévisagée, stupéfaite. Papa, ne fais pas ça.
Il m'a regardé, et la honte l'a fait paraître plus petit que je ne l'avais jamais vu. Camille, as-tu payé l'auxiliaire de vie en octobre? Celle que nous pensions que Juliette avait engagée. J'ai hoché la tête une fois. Il a couvert sa bouche de sa main. Maman a commencé à pleurer, mais je n'avais plus l'énergie de traduire ses larmes. Était-ce de la culpabilité? De l'embarras? La peur que la mauvaise fille n'ait été démasquée? Ça n'avait pas d'importance. Juliette s'est relevée. Vous êtes tous des lâches, a-t-elle lancé. Vous adoriez le résultat quand je gérais tout. Vous adoriez ne pas avoir à répondre aux appels. Vous adoriez laisser Camille faire le sale boulot et me laisser faire en sorte que ça paraisse propre. C'est la phrase qui a fracturé la salle. Maman a regardé Juliette non plus comme une fille, mais comme une preuve à charge. Papa s'est éloigné de sa table et est venu s'asseoir derrière moi. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas un pardon. Mais c'était la première fois de ma vie qu'il choisissait physiquement la vérité plutôt que le confort. Juliette l'a vu, et c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment commencé à tout perdre. Pas la maison, pas les comptes bancaires. Son public, son reflet, son trône. Le juge Mercier a ordonné à Juliette de s'asseoir, puis s'est adressé à la cour. Le schéma qui émerge ici n'est pas une simple rivalité fraternelle. C'est un processus documenté d'isolement, de fausses déclarations et de fraude potentielle affectant des personnes âgées vulnérables et l'administration de leur succession. Maître Moreau a chuchoté à Juliette, lui conseillant probablement le silence. Elle l'a ignoré. C'est mon héritage, a-t-elle dit. Je l'ai mérité. Le visage du juge Mercier s'est durci. Un héritage ne se mérite pas en empoisonnant le puits auquel tous les autres ont le droit de boire. La décision finale n'a pas résonné comme le tonnerre. Elle est tombée comme une lame posée soigneusement sur une table. Le juge Mercier a passé en revue les preuves une par une. Le langage recopié, la signature suspecte, l'étude notariale fermée, l'enregistrement, les virements de compte, les propres déclarations de Juliette et le projet de succession initial nommant les deux sœurs à parts égales. Puis il a regardé directement ma sœur. Le tribunal ne validera pas un acte entouré de preuves crédibles de manipulation et de fraude potentielle, a-t-il déclaré. Juliette s'est agrippée au bord de la table. Maître Moreau a cessé de prendre des notes. Le testament modifié est rejeté aux fins de la requête d'aujourd'hui. Le plan de succession précédent est rétabli en attendant la révision finale par le juge des tutelles et des successions. De plus, Mademoiselle Juliette Dubois est temporairement démise de tout rôle fiduciaire lié à la succession. Tous les actifs de la succession sont gelés à l'exception des frais de conservation nécessaires approuvés par le tribunal. Les transferts contestés feront l'objet d'une traçabilité. Si des fonds ont été détournés, une restitution sera ordonnée. Juliette a chuchoté « non ». Le juge Mercier a poursuivi, étant donné les preuves concernant les irrégularités de la signature et du sceau notarial, cette affaire sera transmise au procureur de la République pour enquête pour faux et usage de faux. Les dépenses personnelles documentées de Mademoiselle Camille Dubois pour les soins aux personnes âgées, la protection des biens et le soutien médical seront examinés en vue de leur remboursement par la succession avant toute distribution. Mon souffle m'a quitté lentement, non pas comme un sanglot, mais comme une libération. Pendant des années, j'avais imaginé la justice comme quelqu'un disant enfin, Camille avait raison. Mais c'était bien plus grand que d'avoir raison. Le tribunal avait retiré son arme à Juliette. La maison devant laquelle elle posait, le compte qu'elle avait prévu de contrôler, l'histoire qu'elle avait aiguisée jusqu'à ce qu'elle blesse tout le monde sauf elle. Tout cela était désormais hors de ses mains. Juliette s'est levée trop vite. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle dit au juge. Il voulait que je l'aie. Il me faisait confiance. Le juge Mercier l'a regardé longuement. Mademoiselle Dubois. La confiance obtenue par la peur n'est pas de la confiance. Un héritage bâti sur la tromperie n'est pas une succession. C'est une pièce à conviction. Ce fut la phrase de trop. Celle qui a fait s'effondrer complètement l'assurance de Juliette. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. La couleur a déserté son visage. Maman a tendu la main vers elle et Juliette l'a repoussée d'une gifle. Le bruit a claqué dans la salle d'audience. Papa s'est levé. Ne touche pas à ta mère. Juliette a ri, mais le rire s'est brisé à mi-chemin. Maintenant tu t'en soucies. Maintenant vous vous en souciez tous parce que Camille a apporté une boîte de papier. Elle s'est tournée vers moi. Tu m'as ruiné. Je l'ai regardé et,
Pour la première fois, je n'ai pas ressenti ce vieux besoin de m'expliquer jusqu'à obtenir son approbation. Non, ai-je répondu. Je t'aille documenté. Le greffier s'est approché quand Juliette s'est jetée vers la table. Pas assez pour m'atteindre, mais assez pour faire halter l'assemblée. Maître Moreau lui a attrapé le bras et a sifflé « Arrêtez de parler ». Elle a essayé de se dégager. Elle a volé ma vie. Le juge Mercier a ordonné au vigile de l'escorter vers la sortie si elle ne parvenait pas à rester calme. Juliette a regardé autour d'elle, cherchant les visages qu'il a sauvés autrefois. Maman pleurait dans ses mains. Papa se tenait derrière ma chaise. Maître Moreau rangeait son dossier avec les gestes raides d'un homme qui pensait déjà à se retirer du dossier. Personne n'est venu. C'était ça, sa vraie punition. Pas seulement l'argent, pas seulement l'enquête pénale, pas même l'humiliation publique. C'était le moment où elle a réalisé que la scène était plongée dans l'obscurité et que le public qu'elle avait entraîné pendant des années avait enfin vu les ficelles. Alors que le vigile la guidait vers l'allée latérale, elle paraissait plus petite, mais pas plus douce. Certaines personnes ne s'effondrent pas dans le regret. Elles s'effondrent dans la mise à nu. Le juge Mercier a donné ses dernières instructions. Gel des avoirs. Conservation des documents. Interdiction de contact concernant les affaires de la succession. Audience de suivi dans 30 jours. Puis il s'est tourné vers moi. Mademoiselle Dubois, ce tribunal reconnaît le fardeau que vous avez porté en portant ces faits à notre attention. Poursuivez par l'intermédiaire de votre avocat à partir de maintenant. C'était ce qui se rapprochait le plus, pour un juge, de dire « vous avez été entendu ». J'ai hoché la tête, car les mots m'auraient manqué. À l'extérieur de la salle d'audience, maman a essayé de parler. Camille, je ne savais pas que c'était aussi grave. Je l'ai regardée et j'ai revu toutes ces années où je l'avais supplié de savoir. Tu ne voulais pas savoir, ai-je dit. Elle a pleuré de plus belle, mais je n'ai pas fait un geste pour la réconforter. Papa a prononcé mon prénom, puis s'est arrêté. Il semblait comprendre qu'excuse n'est pas balai. On ne peut pas effacer des années d'un coup dans un couloir. Je suis désolé, a-t-il fini par dire. J'aurais dû écouter. J'ai répondu, oui, tu aurais dû. Puis je suis parti avant que l'un ou l'autre ne puisse transformer ma douleur en leur propre scène de rédemption. Sur les marches du palais de justice, la lumière de l'après-midi a frappé le médaillon en argent à mon cou. Pour une fois, cela ne ressemblait pas à un souvenir de mamie. C'était la preuve qu'elle n'avait pas été aussi dupe que Juliette le croyait. J'ai pensé à la maison de Bordeaux, à la villa des Arcachon, à l'argent, aux audiences encore à venir. Je savais que le combat n'était pas tout à fait terminé. Les avocats déposeraient des requêtes. Les enquêteurs poseraient des questions. Juliette essaierait de se réinventer en victime. Mais quelque chose d'irréversible s'était produit. Le miroir de la famille s'était brisé, et tout le monde avait vu ce qui se cachait derrière. J'étais venu au tribunal seul parce qu'il avait besoin de croire que je n'avais personne. Je suis reparti avec la vérité consignée dans les registres. Juliette écartée du pouvoir. Mes parents confrontés au prix de leur silence, et l'héritage de mes grands-parents arraché aux mains qui avaient tenté de le voler. Si vous avez déjà été sous-estimé parce que vous étiez discret, souvenez-vous de ceci, le silence n'est pas le vide. Parfois, le silence est l'endroit où les preuves attendent. Et quand le bon moment arrive, vous n'avez pas besoin de crier pour gagner. Vous n'avez qu'à ouvrir le dossier.